On vous manque de respect parce qu'une partie de vous a déjà accepté d'être atteinte. Il ne faut pas adoucir cette phrase. Il ne faut pas la rendre plus polie. Le mépris ne commence presque jamais au moment où l'autre ouvre la bouche. Il commence plus bas, dans cette zone obscure où les hommes évaluent silencieusement ce qu'ils peuvent se permettre avec vous. Avant l'insulte, il y a l'essai. Avant l'humiliation, il y a la mesure. Avant la violence visible, il y a cette petite avancée presque imperceptible par laquelle quelqu'un cherche à savoir jusqu'où votre frontière recule. Le monde ne vous attaque pas toujours frontalement. Il vous teste. Et la plupart des êtres, par fatigue, par besoin d'être compris, par peur d'être injustement jugés, offrent même la preuve qu'ils peuvent être déplacés. Le manque de respect n'est pas un accident isolé. Il est rarement une simple maladresse. Il est une lecture. Celui qui vous rabaisse observe ce que son geste produit en vous. Il regarde la vitesse de votre justification, la crispation de votre visage, le tremblement de votre voix, la précipitation avec laquelle vous tentez de sauver votre image devant lui. Il ne cherche pas toujours une réponse. Il cherche une faille. Et lorsqu'il la trouve, il reviendra. Les hommes reviennent toujours vers les portes qu'ils ont déjà vues s'ouvrir. Machiavel aurait reconnu ce mécanisme sans avoir besoin de lui donner un nom moderne. Dans les affaires humaines, la bonté seule ne protège personne. La loyauté n'impose pas le respect. La sincérité, lorsqu'elle n'est pas gardée par une force intérieure, devient parfois une matière offerte aux mains médiocres. Les hommes ne respectent pas ce qu'ils comprennent facilement. Ils respectent ce qui leur résiste. Ils respectent ce qui ne se livre pas entièrement. Ils respectent ce qui demeure calme quand leur provocation échoue. Ce n'est pas la dureté qui crée l'autorité. C'est l'impossibilité d'être déplacé de son centre. Il faut donc commencer par retirer au monde ce qu'il utilise contre vous, votre réaction immédiate. Non pas devenir froid par pause, ni jouer à l'homme inaccessible comme un acteur fatigué. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Il s'agit de reprendre possession de l'instant minuscule entre l'offense et votre réponse. C'est dans cet intervalle que votre dignité se perd ou se conserve. La plupart des gens ne vivent jamais cet intervalle consciemment. Ils entendent une remarque, ils sentent la blessure, puis ils parlent. Déjà trop tard. La parole est sortie avant que la souveraineté ait pu se tenir debout. Le premier pouvoir est le silence. Mais pas le silence humilié de celui qui n'ose pas répondre. Pas le silence confus de celui qui ne sait pas quoi dire. Le silence dont il est question ici est plus dangereux, celui d'un être qui a vu, compris, classé, et refusé de descendre. Lorsqu'on vous manque de respect et que vous vous précipitez dans l'explication, vous donnez à l'autre une chose qu'il ne méritait pas, la preuve que son regard vous gouverne. Vous lui dites, sans le vouloir, que son opinion a assez de poids pour agiter votre corps, votre langue, votre souffle. Vous transformez sa petitesse en tribunal. L'explication a parfois l'air intelligente. Elle porte des vêtements nobles. Elle se présente comme précision, clarification, défense de soi. Mais, face au mépris, l'explication devient souvent une soumission masquée. Vous ne corrigez pas seulement une erreur. Vous demandez à celui qui vous a diminué de bien vouloir reconnaître qu'il s'est trompé. Vous lui donnez la position du juge. Et celui qui vous voulait inférieur n'attendait que cela, que vous veniez plaider devant lui. Le silence coupe cette scène. Il refuse le décor. Il ne donne pas à l'offense le privilège d'une réponse complète. Il fait tomber la remarque dans un vide où elle doit soudain se regarder elle-même. Celui qui cherchait une réaction se retrouve avec son propre geste entre les mains. Il entend alors ce qu'il vient de dire. Il sent, parfois sans pouvoir le formuler, que quelque chose n'a pas pris. L'insulte voulait entrer dans votre corps, elle reste dehors. Elle devient un objet maladroit au milieu de la pièce. Et l'autre, qui croyait vous observer, se retrouve observé. Il y a une puissance étrange dans le silence bien tenu. Il ne supplie pas. Il ne menace pas. Il ne surjoue pas l'indifférence. Il constate. Un regard bref, une pause nette, puis le mouvement qui continue. C'est assez. Trop de mots rendraient la chose vulgaire. Le mépris aime les scènes longues parce qu'il s'y nourrit. Il aime vous voir dépenser votre énergie pour rétablir une dignité qu'il prétendait vous avoir retirée. Le silence, lui, montre que rien n'a été retiré. Ou plus exactement, que l'autre n'avait pas accès à l'endroit où cela aurait pu être pris. Mais le silence extérieur ne suffit pas si le visage trahit ce que la bouche cache. Beaucoup de gens se croient maîtres d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas répondu.
Pourtant leurs yeux ont répondu. Leur mâchoire a répondu. Leur respiration a répondu. Leurs épaules, leurs mains, ce petit mouvement de recul presque invisible ont parlé avant eux. Et l'autre a vu. Il n'avait pas besoin d'une phrase. Il voulait seulement une trace. Une preuve que son geste avait trouvé un air. Voilà pourquoi le deuxième pouvoir est plus secret. Tuer la réaction avant qu'elle n'atteigne la surface. Non pas l'étouffer avec violence. Non pas la repousser comme une honte. Mais la dépouiller de son importance au moment même où elle apparaît. Une insulte n'est pas encore une blessure. Elle devient blessure lorsqu'on lui donne un sens intérieur. Elle devient blessure lorsqu'elle rencontre en vous un endroit qui accepte d'être défini par elle. Sans cette adhésion intime, elle n'est qu'un son, une pauvre manifestation de l'autre, une information sur son niveau, sa peur, son envie, son désordre. Il faut apprendre à recevoir le mépris comme on reçoit une donnée. Quelqu'un vous rabaisse, vous venez d'apprendre quelque chose. Non sur votre valeur, mais sur son rapport à la vôtre. Quelqu'un vous provoque, vous venez d'apercevoir son besoin de vous faire descendre à l'endroit où il se sent moins seul. Quelqu'un cherche à vous humilier, il vient de révéler qu'il vous imagine assez atteignable pour essayer. Ce n'est pas toujours agréable à voir. Mais ce n'est pas vous qui êtes dévoilé le premier. C'est lui. La maîtrise commence lorsque vous cessez de prendre l'offense pour une vérité, et que vous commencez à la traiter comme une confession. Celui qui vous attaque parle rarement seulement de vous. Il parle de ce qu'il ne supporte pas en votre présence. Il parle de ce qu'il veut réduire pour respirer plus facilement. Il parle de la place qu'il souhaite vous assigner, afin que la sienne lui paraisse moins fragile. L'homme réactif entend une blessure. L'homme lucide entend une biographie. Cette lucidité doit être préparée avant l'affront. On ne devient pas immobile au moment où l'on est frappé si l'on a passé sa vie à se laisser définir par les gestes des autres. Il faut s'entraîner dans les petites scènes. La remarque passive. La plaisanterie qui mord sous le rire. Le ton qui rabaisse. Le regard qui vous classe. Ne pas répondre à tout. Ne pas corriger tout le monde. Ne pas transformer chaque médiocre en interlocuteur digne d'une explication. Il y a des gens à qui votre silence doit suffire, parce que votre parole leur donnerait une importance qu'ils n'avaient pas. Cela ne signifie pas tout accepter. L'homme qui confond silence et faiblesse n'a rien compris. Le silence véritable n'est pas une absorption illimitée. Il est un tri. Il décide ce qui mérite d'entrer dans la sphère de votre énergie. Il choisit la rareté de votre parole. Il conserve votre force pour les lieux où elle produit quelque chose. Répondre à tout, c'est vivre à la hauteur de ce qui vous provoque. Ne répondre qu'à ce qui compte, c'est obliger le monde à comprendre que votre attention n'est pas un bien public. L'absence devient alors le troisième pouvoir. Car il arrive un moment où ne pas réagir ne suffit plus. Certaines personnes ne cherchent pas seulement une dispute, elles cherchent votre disponibilité. Elles veulent votre attention, votre présence, votre retour, votre inquiétude. Elles ne vous respectent pas parce que vous êtes toujours là. Toujours prêt à expliquer. Toujours prêt à revenir. Toujours prêt à remplir le silence qu'elles créent. L'être trop disponible finit par perdre son relief. Ce qui est constamment offert cesse d'être perçu comme précieux. La familiarité, lorsqu'elle n'est pas gouvernée, dissout l'autorité. Ce que l'on voit trop souvent sans intensité devient meuble dans le décor mental des autres. On ne remercie plus une chaise d'être là. On s'assoit dessus. Beaucoup d'humiliations relationnelles naissent de cette présence excessive. Vous avez tant donné accès à vous-même que l'autre a oublié qu'il pouvait vous perdre. Il ne vous a pas nécessairement méprisé d'un seul coup. Il a appris à le faire parce que vous avez laissé votre présence devenir évidente. Se retirer n'est pas une comédie. Il ne s'agit pas d'annoncer son départ, de publier sa blessure, de forcer l'autre à constater votre absence. Les départs les plus puissants sont ceux qui ne se déclarent pas. On répond moins vite. On se rend moins disponible. On cesse d'offrir des détails. On ne court plus combler les vides. On ne cherche plus la réparation chez celui qui s'est habitué à dégrader. Peu à peu, l'espace que vous occupiez change de nature. L'autre cherche l'ancien accès et trouve une porte plus lourde. L'absence disciplinée ne demande pas qu'on la remarque. Elle travaille quand même. Elle rend votre présence moins prévisible. Elle oblige ceux qui vous avaient classé comme acquis à recalculer silencieusement votre valeur. L'esprit humain est ainsi fait. Il néglige souvent ce qui demeure offert et se met à étudier ce qui se retire.
Ce n'est pas une raison pour jouer avec les gens. C'est une raison pour cesser de se gaspiller auprès de ceux qui ne vous recevaient qu'à travers leur confort. Ce retrait doit d'abord vous revenir. Il ne sert à rien de disparaître des autres si vous ne réapparaissez pas en vous-même. L'énergie récupérée doit être replacée dans le corps, dans le travail, dans le calme, dans la construction lente de votre propre poids. Autrement, l'absence n'est qu'une stratégie vide, un petit théâtre de manque. Mais si elle accompagne une véritable reconstruction, elle devient dangereuse. Ceux qui vous retrouvent plus rares, plus silencieux, plus denses, sentent que quelque chose ne se négocie plus. Ils ne savent pas toujours ce qui a changé. Ils ajustent pourtant leur ton. Le respect ne naît pas toujours de l'affection. Souvent, il naît de la limite. Une limite nette, sans colère inutile, modifie plus profondément les rapports qu'une longue conversation sur ce que vous méritez. Les hommes parlent volontiers de respect quand ils l'ont déjà obtenu. Ceux qui ne l'ont pas encore cherchent à le recevoir par la persuasion. Mais le respect qui doit être expliqué arrive déjà affaibli. Le respect véritable se produit avant le discours. Il surgit lorsque l'autre sent qu'il y a en vous un endroit qu'il ne pourra pas atteindre, même en appuyant sur les anciens boutons. Il faut donc cesser de confondre la paix avec la permission. Être calme ne signifie pas rester accessible au désordre des autres. Être silencieux ne signifie pas devenir un mur sur lequel chacun peut écrire son mépris. Être absent ne signifie pas punir. Cela signifie retirer votre vie des mains qui la manipulaient avec trop peu de soin. La dignité n'a pas toujours besoin de se défendre. Parfois elle change simplement de distance. Et lorsque cette distance apparaît, une chose troublante se produit. Les personnes qui vous traitaient comme un territoire familier commencent à hésiter. Elles choisissent mieux leurs mots. Elles observent votre visage pour y retrouver l'ancienne ouverture. Elles cherchent la faille connue, celle qui leur permettait autrefois de vous faire parler trop vite, de vous faire expliquer trop longtemps, de vous ramener dans la scène. Si elles ne la trouvent plus, elles sentent, peut-être pour la première fois, que vous ne leur appartenez pas. C'est là que le mépris perd une partie de son pouvoir. Non parce que les autres deviennent justes. Il ne faut pas attendre cela. Mais parce que vous cessez de leur fournir les conditions de leur injustice. Vous ne donnez plus votre réaction en nourriture. Vous ne donnez plus votre visage en preuve. Vous ne donnez plus votre présence en garantie. Vous devenez moins disponible à la mauvaise lecture, moins habitable par le jugement d'autrui. Et cette fermeture calme est souvent ce que les êtres bruyants appellent arrogance, parce qu'ils n'ont pas d'autre mot pour désigner une porte qui ne s'ouvre plus sur commande. Le monde respecte rarement celui qui supplie d'être vu correctement. Il respecte celui dont la présence force une lecture plus prudente. Ce n'est pas une invitation à devenir cruel. C'est une invitation à cesser de donner votre intérieur à des gens qui ne savent manier que des surfaces. Le silence, l'absence, l'immobilité du visage ne sont pas des masques si, derrière eux, vous êtes en train de reprendre votre centre. Ils deviennent alors les premières formes visibles d'une décision plus profonde, ne plus vivre à portée de ceux qui ne savaient vous toucher qu'en vous diminuant. Mais il existe une étape plus froide encore que le silence et le retrait, apprendre à étudier celui qui vous méprise. La plupart des gens perdent leur intelligence au moment précis où ils devraient l'utiliser. Une phrase les atteint, une remarque les blesse, un regard les rabaisse, et toute leur attention se précipite vers la douleur. Ils se demandent pourquoi on leur a parlé ainsi, comment répondre, comment réparer l'image qui vient d'être salie. Ils deviennent les prisonniers de la sensation immédiate. Et pendant qu'ils souffrent, ils ne voient pas ce que l'autre vient de déposer devant eux, un aveu. Le mépris est rarement pur. Il transporte toujours quelque chose de celui qui le prononce. Une inquiétude, une envie, une infériorité mal digérée, une peur déguisée, un besoin de domination, parfois une admiration devenue insupportable. Celui qui rabaisse ne parle jamais depuis un endroit neutre. Il parle depuis une architecture intérieure. Ces mots ont une origine. Et l'homme qui cesse de réagir peut enfin commencer à la voir. Il faut apprendre à regarder celui qui attaque au lieu de regarder seulement l'attaque. Ce déplacement change tout. L'insulte cesse d'être une flèche et devient un document. Le ton devient indice. Le moment choisi devient indice. Le public devant lequel la phrase est prononcée devient indice. L'excès, l'ironie, la répétition, le rire un peu trop appuyé, tout cela parle. Ce qui vous était destiné commence alors à révéler celui qui l'a lancé. La blessure voulait vous réduire, l'observation vous agrandit. Celui qui se moque de votre ambition trahit souvent son propre renoncement.
Celui qui tourne votre silence en ridicule révèle son malaise devant ce qu'il ne peut pas contrôler. Celui qui attaque votre discipline avoue, à demi-mot, la honte de sa dispersion. Celui qui veut vous faire paraître petit devant les autres montre surtout qu'il a besoin d'un public pour se sentir grand. Rien de tout cela n'a besoin d'être dit. Le dire serait déjà descendre. Il suffit de le voir. Machiavel n'aurait pas conseillé de gaspiller sa force à répondre à chaque offense. Il aurait demandé, que révèle cette offense sur l'équilibre des forces? Qui cherche à obtenir quoi? Quelle faiblesse se cache derrière cette agressivité? À quel endroit cette personne veut-elle vous attirer? L'homme ordinaire cherche à gagner la dispute. L'homme lucide cherche à comprendre le terrain. Et dès qu'il comprend le terrain, la dispute perd une partie de son pouvoir. Observer n'est pas pardonner. Ce n'est pas excuser. C'est retirer à l'autre le privilège de vous rendre aveugle. Car la douleur, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, obscurcit. Elle pousse à répondre trop vite, à se défendre trop bas, à livrer des informations que l'autre n'aurait jamais dû recevoir. L'observation, elle, refroidit le sang. Elle vous rend lent. Elle transforme le choc en lecture. Elle empêche l'autre de décider du rythme de la scène. Regardez donc. Regardez les yeux lorsqu'ils prononcent votre nom. Regardez à qui ils veulent plaire en vous diminuant. Regardez ce qu'ils répètent, car la répétition signale souvent une obsession. Regardez ce qu'ils méprisent chez vous, car il arrive que le mépris soit la forme malade du désir. Regardez leurs alliances, leurs plaisanteries, leurs silences, les moments où ils deviennent soudain nerveux. Ne collectez pas cela par rancune. Collectez cela par intelligence. La rancune veut se venger. L'intelligence veut ne plus être surprise. Il y a une liberté très particulière dans le fait d'être sous-estimé. Celui qui vous croit trop sensible, trop naïf ou trop distrait vous donne un avantage rare, il parle davantage. Il se révèle plus vite. Il vous montre ses méthodes parce qu'il ne vous imagine pas capable de les lire. Laissez-le croire. Laissez-le s'étaler. Les gens qui se croient supérieurs deviennent souvent imprudents devant ceux qu'ils pensent dominer. Leur mépris les rend bavards. Leur arrogance laisse des traces. Pendant qu'ils jouent leur rôle, vous cartographiez. Pendant qu'ils cherchent votre réaction, vous observez leurs besoins. Pendant qu'ils dépensent de l'énergie à vous atteindre, vous en dépensez moins à les recevoir. Cette économie intérieure est déjà une forme de victoire. Non parce qu'elle écrase l'autre, mais parce qu'elle refuse de se laisser organiser par lui. Le pouvoir commence souvent dans ce refus discret, ne pas devenir le personnage que l'autre essaie de faire apparaître. À force d'observer, une chose étrange se produit. Les offenses deviennent prévisibles. Les gestes se répètent. Les stratégies se révèlent pauvres. Celui qui vous paraissait dangereux devient lisible. Vous reconnaissez le moment où il va ironiser, le sujet qu'il va utiliser, la faiblesse qu'il croit avoir trouvée, la petite scène qu'il tente de produire. Et ce qui est prévisible cesse d'être souverain. On ne craint plus de la même manière ce dont on a compris la mécanique. C'est ici que l'ennemi perd sa magie. Beaucoup d'êtres semblent puissants uniquement parce que nous les regardons depuis notre blessure. Dès que nous les regardons depuis la lucidité, ils rétrécissent. Leur mépris n'apparaît plus comme une vérité tombée d'en haut, mais comme une habitude, un procédé, parfois une pauvreté répétée avec assurance. On découvre que certains n'avaient pas de force, ils avaient seulement trouvé notre point d'entrée. La véritable réponse n'est donc pas toujours de les confronter. Parfois, la réponse est de cesser d'être disponible à leur méthode. Ne plus offrir le même visage, la même justification, la même inquiétude, le même besoin d'être compris. L'autre avance son ancien outil et ne trouve plus la même matière. Alors il s'agace. Il force. Il tente une autre phrase. Il hausse le ton. Il cherche la scène perdue. C'est à ce moment-là qu'il faut rester particulièrement calme, car c'est là que son masque commence à se froisser. Mais cette lecture des autres ne suffit pas si elle ne vous conduit pas vers une élévation réelle. On peut devenir très habile à comprendre les médiocres et rester pourtant enfermé parmi eux. Ce serait une autre forme de captivité. Lire le mépris n'est qu'une étape. Le but n'est pas de passer sa vie à analyser les petites morsures. Le but est de monter assez haut pour que certaines d'en ne trouvent plus votre peau. Il existe un niveau où l'insulte devient presque absurde. Non parce que personne ne la prononce, mais parce qu'elle n'a plus de lieu où se déposer. L'homme qui avance vraiment, qui construit son corps, son esprit, son œuvre, sa richesse intérieure ou extérieure, son calme,
son nom, son autonomie, finit par déplacer le rapport. Ceux qui le méprisaient parlaient à une ancienne version de lui. Il s'adressait à quelqu'un qu'il croyait encore accessible. Lorsque cette version disparaît, leurs phrases continuent parfois, mais elles n'atteignent plus le même monde. Les hommes ne méprisent facilement que ce qu'ils pensent pouvoir atteindre. Ils se permettent ce qu'ils croient sans conséquence. Ils abaissent ce qu'ils imaginent assez proches pour être tirés vers le bas. Mais face à ceux qui montent sans demander permission, une hésitation apparaît. L'insulte devient moins naturelle. Le ton change, parfois très peu, mais suffisamment pour être entendu par celui qui a appris à observer. Ce n'est pas toujours du respect pur. C'est parfois de la prudence. Et la prudence, chez ceux qui méprisaient, est déjà une modification du pouvoir. Élevez-vous donc. Mais pas pour les faire taire. Cette motivation reste trop dépendante d'eux. Élevez-vous parce que vivre à leur hauteur vous a déjà trop coûté. Élevez-vous parce que chaque énergie donnée à l'explication, à la défense, à la rumination, était une énergie volée à votre construction. Le mépris devient dangereux quand il vous convainc de rester dans la pièce intérieure où il a été prononcé. Il vous fait rejouer la scène, reformuler la réponse, imaginer la revanche, polir la phrase que vous auriez dû dire. Pendant ce temps, rien ne se construit. Il faut arracher votre attention à cette répétition. L'attention est une matière rare. Là où vous la placez, une partie de votre vie se dépose. La donner à ceux qui vous réduisent, c'est financer leur présence en vous. La reprendre, c'est commencer à les affamer. Non par cruauté, par hygiène. Certaines personnes ne méritent pas d'habiter votre journée entière sous prétexte qu'elles ont su appuyer sur une ancienne douleur. Construisez alors dans le silence. Travaillez votre corps jusqu'à ce qu'il ne porte plus la même fatigue. Travaillez votre esprit jusqu'à ce que vos paroles deviennent moins nombreuses et plus lourdes. Travaillez votre compétence jusqu'à ce que votre valeur n'ait plus besoin d'être plaidée devant des témoins médiocres. Travaillez votre argent, votre temps, votre manière d'habiter les lieux, votre capacité à dire non sans secousse. Chaque progrès réel retire un morceau de territoire à ceux qui vivaient de votre réaction. La montée véritable est silencieuse parce qu'elle ne cherche pas à convaincre ceux qui regardent d'en bas. Elle ne s'annonce pas. Elle ne supplie pas qu'on la remarque. Elle n'a pas besoin de publier sa métamorphose à ceux qui ont profité de l'ancienne version. Elle se fait dans des heures sans public, dans des choix répétés, dans des renoncements qui ne recevront aucun applaudissement. Puis, un jour, ceux qui vous connaissaient encore par habitude ne reconnaissent plus tout à fait la personne devant eux. Et cette confusion est souvent plus puissante que n'importe quelle explication. Ils sentiront que l'ancien accès est fermé. Ils chercheront le même rire, la même disponibilité, la même anxiété d'être acceptés. Ils ne la trouveront pas. Ils essaieront peut-être de vous ramener par une plaisanterie, une remarque, un souvenir, une familiarité mal placée. Mais quelque chose en vous sera déjà ailleurs. Non dans une pose de supériorité. Dans une distance réelle. Vous ne serez plus en train de jouer l'homme intouchable, vous aurez simplement cessé de vivre à portée de leurs gestes. C'est cela, l'élévation. Sortir du monde où certaines personnes avaient encore assez d'importance pour vous définir. On ne vainc pas toujours ceux qui nous ont manqué de respect. Souvent, on dépasse seulement l'endroit intérieur où leur manque de respect pouvait encore être reçu comme une autorité. Leur voix continue peut-être au loin, mais elle n'organise plus votre respiration. Elle devient bruit. Et le bruit, lorsqu'on ne lui donne plus de centre, retourne à sa petitesse. Il faut pourtant rester vigilant. Car l'élévation peut elle aussi devenir une nouvelle dépendance si elle n'est construite que contre ceux qui vous ont blessé. Vouloir devenir puissant pour être enfin respecté par les médiocres, c'est encore leur donner le dernier mot. Votre ascension doit finir par les abandonner. Au début, ils peuvent servir de combustible. À la fin, ils doivent devenir inutiles. La véritable victoire n'est pas qu'ils regrettent. La véritable victoire est que leurs regrets ne vous nourrissent plus. C'est pourquoi la montée la plus profonde n'a pas la saveur de la vengeance. Elle ressemble plutôt à une disparition progressive de certaines nécessités. Vous n'avez plus besoin qu'ils comprennent. Vous n'avez plus besoin qu'ils admettent. Vous n'avez plus besoin qu'ils reconnaissent votre transformation. Leurs yeux peuvent rester les mêmes, votre relation à ses yeux ne l'est plus. Et lorsque le regard qui vous emprisonnait perd sa valeur, une partie entière du monde tombe avec lui. À cet endroit, le respect cesse d'être un objet que l'on réclame. Il devient une conséquence. Conséquence d'une limite. Conséquence d'une présence plus rare.
Conséquence d'une maîtrise moins bavarde. Conséquence d'une valeur qui ne cherche plus sa preuve auprès de ceux qui gagnaient à la nier. L'homme qui vit ainsi n'a pas besoin d'être aimé par tous. Il n'a même pas besoin d'être compris immédiatement. Il sait que certains ne comprendront qu'en perdant l'accès. Et il accepte cette perte sans cérémonie. C'est peut-être là le trait le plus inquiétant d'un être redevenu souverain. Il ne s'attarde plus à convaincre les portes fermées de s'ouvrir. Il passe ailleurs. Il retire son corps, son temps, son attention, puis il continue. Ceux qui restent derrière appelleront cela froideur, orgueil, changement, ingratitude. Ils nommeront votre limite avec les mots qui protègent leur confort. Laissez-les nommer. Le nom qu'ils donnent à votre départ ne vous oblige pas à revenir. Il y a une forme de paix qui ressemble à de la dureté pour ceux qui bénéficiaient de votre manque de paix. Ne vous étonnez pas s'ils résistent. Votre chaos leur était utile. Votre disponibilité leur était utile. Votre besoin d'être compris leur était utile. Lorsque vous cessez de fournir cela, ils ne perdent pas seulement une personne, ils perdent une fonction. Vous n'êtes plus l'endroit où ils déposent leur supériorité fragile. Vous n'êtes plus le miroir dans lequel leur petitesse se sentait grande. À mesure que vous montez, choisissez donc mieux ce que vous permettez d'approcher. Une vie forte n'est pas seulement faite de conquêtes, elle est faite d'exclusion. Ce que vous refusez forme votre destin autant que ce que vous poursuivez. Les relations que vous entretenez, les conversations que vous acceptez, les familiarités que vous laissez passer, les tons que vous tolérez, tout cela enseigne aux autres la manière de vous situer. On ne peut pas exiger une place plus haute tout en continuant à vivre selon les anciennes permissions. Le monde apprend vite ce que vous répétez. Si vous revenez toujours, il apprendra que vous revenez. Si vous expliquez toujours, il apprendra qu'il peut vous pousser jusqu'à l'explication. Si vous pardonnez sans changement réel, il apprendra que votre pardon n'a pas de prix. Si vous retirez calmement votre présence lorsque la limite est franchie, il apprendra autre chose. Non par discours. Par conséquence. Et les conséquences, lorsqu'elles sont silencieuses, pénètrent plus profondément que les menaces. La menace donne encore à l'autre le temps de négocier. La conséquence montre que quelque chose a déjà eu lieu. Elle ne demande pas d'accord. Elle ne cherche pas d'approbation. Elle n'élève pas la voix. Elle modifie simplement l'accès. C'est ainsi que l'on cesse de mendier le respect et que l'on commence à l'organiser autour de soi. Il reste la dernière forme de souveraineté, couper sans demander que la coupure soit comprise. Certaines personnes ne seront pas éduquées par votre calme. Elles n'apprendront rien de votre silence. Elles ne respecteront pas votre retrait partiel. Elles ne changeront pas devant votre élévation. Elles continueront à toucher le même point, à utiliser la même ironie, la même familiarité sale, la même ancienne permission de franchir des limites que vous avez pourtant cessé d'offrir. Il faut voir cela sans douceur excessive. Certains liens ne sont pas simplement blessés. Ils sont construits contre vous. Dans ces cas-là, la patience devient complicité. La clémence offerte au mauvais endroit commence à ressembler à une vertu seulement pour celui qui en profite. Vous appelez tolérance ce qui, lentement, devient une autorisation d'être diminué. Et le plus dangereux est que cette permission ne se présente presque jamais comme une violence évidente. Elle revient par petites doses. Une nouvelle chance. Une explication. Un ajustement. Une dernière conversation. Un désir presque enfantin que l'autre reconnaisse enfin le mal qu'il a produit. Mais certaines personnes ne veulent pas comprendre. Elles veulent conserver l'accès. Comprendre serait trop coûteux, parce que comprendre obligerait à changer. L'accès, lui, permet que tout continue. Il permet que vous restiez assez proche pour être atteint, assez disponible pour être utilisé, assez sensible pour être provoqué. C'est pourquoi, lorsque le moment de couper arrive, l'explication devient souvent le dernier lien qui vous rattache encore à l'ancien lieu. La véritable coupure n'a pas besoin de théâtre. Elle n'exige aucune scène. Elle n'a pas besoin d'une longue lettre, d'une dernière accusation, d'un discours soigneusement composé pour que l'autre comprenne enfin votre douleur. Ce désir d'être compris une dernière fois est l'un des pièges les plus élégants de la dépendance. Vous croyez fermer quelque chose. En réalité, vous donnez encore une clé. Chaque mot offre à l'autre un point de retour. Chaque justification devient une corde. Chaque adieu trop long laisse une porte entr'ouverte. Couper, ce n'est pas seulement sortir de la scène. C'est retirer la scène elle-même. C'est cesser de comparaître devant le tribunal où votre dignité devait être défendue. Un jour,
Votre présence était là. Puis elle ne l'est plus. Sans fureur exposée. Sans supplication inversée. Sans le luxe dramatique d'annoncer votre libération. Seulement une absence propre, précise, sans ornement. Celui qui s'était habitué à provoquer votre réaction se retrouve devant une chose qu'il ne sait pas manier, l'impossibilité de continuer. Cela paraît dur seulement à ceux qui croient encore que toute relation mérite un dernier discours. Mais le dernier discours, souvent, ne ferme rien. Il prolonge. Il redonne à l'autre le privilège de répondre, de déformer, d'adoucir, de nier, de vous accuser de la forme de la coupure plutôt que d'affronter sa cause. Le dernier mot appartient rarement à celui qui parle le plus. Il appartient à celui qui cesse d'avoir besoin d'une réponse. Machiavel aurait compris la froideur de cette décision. Non par cruauté gratuite, mais parce que tout ordre exige le courage d'éloigner ce qui le corrompt de l'intérieur. Le prince qui conserve autour de lui des forces qui le minent, au nom d'une bonté mal placée, finit par appeler humanité ce qui prépare sa chute. Dans la vie intime, la mécanique est la même. Toute permanence n'est pas noble. Il existe des fidélités qui ne sont que des peurs de paraître injustes. La coupure chirurgicale ne naît pas de la colère. La colère veut encore toucher. Elle veut encore être ressentie. Elle veut encore produire un effet. La coupure véritable commence lorsque même la colère devient inutile. Vous n'avez plus besoin que l'autre souffre, comprenne, revienne, s'excuse ou témoigne de votre transformation. Vous reconnaissez simplement que cet accès ne doit plus exister. Et lorsque cette conclusion devient mûre, elle ne crie pas. Elle exécute. C'est précisément à cet endroit que beaucoup reculent. Non parce que l'autre mérite de rester, mais parce que le silence définitif effraie. Il oblige à vivre sans la fantaisie de réparation. Sans la petite espérance qu'un jour celui qui vous a diminué vous regardera avec respect. Sans la scène finale où votre douleur serait enfin validée. Mais désirer cette scène, c'est rester lié au regard qui vous a blessé. C'est encore demander à celui qui vous a réduit de confirmer votre grandeur. La souveraineté commence lorsque cette confirmation cesse d'avoir de la valeur. Vous ne coupez pas pour être enfin respecté par ceux qui restent derrière. Vous coupez parce que votre vie n'accepte plus cette forme d'accès. La différence est immense. Dans le premier cas, l'autre reste le centre. Dans le second, il devient une conséquence. Et lorsqu'une personne devient conséquence, elle perd le pouvoir d'organiser votre conscience. Il ne faut pas confondre cela avec un mépris vulgaire. Le mépris vulgaire est encore plein de l'autre. Il parle de lui, pense à lui, souhaite sa chute. La coupure nette est plus silencieuse. Elle n'a pas besoin de transformer quelqu'un en monstre pour justifier la distance. Il suffit de reconnaître l'incompatibilité entre votre paix et sa présence. Il suffit de voir que certains liens exigent de vous une version plus petite, plus anxieuse, plus explicative, plus disponible à l'offense. Et cette version ne peut plus gouverner. Après la coupure, il y aura du bruit. Il y en a toujours. Celui qui a perdu l'accès cherchera à nommer votre disparition. Il dira que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, arrogant, ingrat, trop sensible, trop difficile. Chaque mot sera une tentative de vous ramener à l'ancien endroit pour vous expliquer. N'y allez pas. Le droit de nommer votre départ n'appartient pas à ceux qui ne respectaient votre présence que lorsqu'elle leur était utile. La vraie liberté ne ressemble pas toujours à une victoire extérieure. Souvent, personne n'applaudit. Personne ne comprend. Personne ne s'excuse. Le monde continue. Mais en vous, une pièce se vide. Le bruit perd son adresse. L'attente de réparation commence à mourir. Et avec elle meurt aussi l'ancien besoin d'être vu correctement par des yeux qui profitaient de votre distorsion. C'est pourquoi la dernière réponse au manque de respect n'est pas la vengeance. La vengeance maintient le lien par l'ombre. Ce n'est pas le cri. Le cri cherche encore des témoins. Ce n'est pas l'humiliation rendue. Celui qui rend l'humiliation accepte encore la langue de l'agresseur. La dernière réponse consiste à réorganiser l'accès. Certains recevront le silence. Certains recevront la distance. Certains seront étudiés jusqu'à devenir prévisibles. Certains vous verront monter jusqu'à ce que leur voix perde sa portée. Et certains, simplement, ne trouveront plus de chemin jusqu'à vous. À partir de là, le respect cesse d'être une négociation. Il devient une conséquence de votre architecture. De ce que vous permettez. De ce que vous retirez.
de ce que vous n'expliquez plus, de ce que vous construisez dans le silence, de ce que vous ne livrez pas à la première provocation, de ce qui, dans votre visage, ne bouge plus pour satisfaire la faim des autres. Le monde apprend par la répétition de vos permissions. Il apprendra aussi par la précision de vos coupures. Peut-être est-ce cela que tant de gens appellent un changement lorsqu'une personne commence enfin à s'appartenir. Ils étaient habitués à une version plus disponible, plus atteignable, plus inquiète d'être juste aux yeux de tous. Lorsque cette version disparaît, cela ressemble à de la violence pour ceux qui vivaient d'elle. Mais ce n'est pas de la violence. C'est une restitution. C'est la vie qui retourne à son propriétaire légitime. Ne cherchez donc pas à devenir bruyant. Le bruit appartient à ceux qui doivent prouver leur présence. Ne cherchez pas à paraître invulnérable. L'apparence de l'invulnérabilité reste une scène fragile. Devenez simplement moins négociable. Plus sélectif avec votre parole. Plus sobre dans votre réaction. Plus rare dans votre présence. Plus fidèle à la hauteur vers laquelle vous vous construisez. Le monde ne respecte pas simplement les forts. Il respecte ceux dont la force ne dépend plus de la permission du monde. Il existe une différence souterraine entre ces deux états. Le premier veut encore être reconnu. Le second continue même sans témoin. Et c'est précisément cela qui trouble ceux qui savaient autrefois comment vous atteindre. Ils sentent que la porte n'est pas seulement fermée. Elle n'existe plus au même endroit. Quand quelqu'un tentera de vous diminuer, ne vous pressez pas de répondre. Voyez. Mesurez. Gardez. Retirez. Montez. Coupez, s'il le faut. Ne transformez pas chaque offense en événement. Ne livrez pas votre paix pour prouver que vous la possédez. Ne descendez pas corriger celui qui s'est déjà dénoncé par la manière dont il a essayé de vous toucher. Une vie entière peut être gaspillée à convaincre les petits que vous ne tenez pas dans leur mesure. Et peut-être que le véritable retournement commence lorsque vous comprenez enfin ceci. Le respect que vous cherchiez chez les autres n'était que la forme tardive d'une décision qui devait naître en vous. Après cette décision, certaines voix continueront à parler. Mais elles ne parleront plus d'en haut. Elles ne parleront plus de l'intérieur. Elles resteront à leur place, dehors, frappant contre une surface qui ne leur rend plus d'écho.